Donc moi, je suis Bruce Clark, plasticien. Je travaille donc avec des matières plastiques, je suis peintre essentiellement. Et mon sujet de prédilection, c'est quand même l'histoire contemporaine. Donc depuis pas mal de temps, je travaille sur l'histoire en train de se faire. Je suis anglais d'origine sud-africaine, mes parents sont sud-africains, donc j'ai déjà un petit peu baigné dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. J'étais militant contre l'apartheid et c'est ce militantisme contre l'apartheid qui m'a amené vers le Rwanda au début des années 90. Souvent les gens me demandent mais pourquoi, c'est quoi le lien entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, et en fait il y a beaucoup de liens, surtout des liens au niveau des systèmes semblables, des systèmes de l'apartheid qu'on connaît en Afrique du Sud, qu'on connaît beaucoup moins au Rwanda, étaient deux systèmes semblables, c'était deux systèmes avec des quotas, avec des persécutions contre une partie de la population, pour une raison de discrimination raciale, dans les deux cas, oui, politique et raciale. Et je tiens à souligner ça, parce que même quand les gens me disent, oui, mais quand même, au Rwanda, tout le monde est noir, donc comment peut-on être raciste, où tout le monde est de la même couleur de la peau? Donc, il faut souvent rappeler aux gens que le racisme n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Par exemple, comment on distingue les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, on collait une étoile jaune. Donc c'est un système raciste. Le système nazi était aussi un système raciste, antisémite. Quand on ne voit pas la différence de l'autre qu'on veut persécuter, on lui colle une différence. On lui colle l'étoile jaune ou, dans le cas du Rwanda, on marque sur sa carte d'identité sa différence. Donc on le fige pour tout le temps. Donc on pourrait dire qu'à l'origine du projet Les Hommes debout, il y a un travail contre le racisme. On va dire un travail sur le racisme pour comprendre les mécanismes du racisme. Ça c'est un travail purement intellectuel et politique et militant. Ce n'est pas un travail plastique. Mais comme je disais au début, je suis plasticien. Après les génocides, les questions s'est posées, parce que le génocide a eu lieu, on a vu ce que c'était. Les questions s'est posées, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste pour non pas guérir penser les blessures, guérir les blessures, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à reconstituer un lien social dans ce pays? Parce qu'on pourrait dire que le Rwanda qui a vécu des décennies de discrimination raciale et donc de visionnisme dans la société, avant toute autre chose, il fallait essayer de renouer un lien social. Donc bien sûr, ce n'est pas que l'art seul qui peut faire ça, parce qu'il faut beaucoup d'autres mécanismes, en particulier la justice. Parce que une des raisons pourquoi le système a pu perpétuer un génocide au Rwanda, c'est que dans les décennies qui précédaient, il y avait une impunité totale. Oui. Et donc, parce que les signes avant-coureurs du génocide étaient bien là. Et autre chose qu'il faut peut-être rappeler, il faut qu'on en parle de ça, parce qu'on dit souvent en Occident que le génocide était une action spontanée à partir de 1994, et voilà, c'est pas du tout ça. La première fois que une grande personnalité a utilisé le mot génocide pour parler de ce qui se passe au Rwanda, donc c'était le philosophe britannique Bertrand Russell, qui a écrit à la fois dans Le Monde en France et dans le Guardian en Grande-Bretagne. Il a écrit en 1963 que si on ne faisait pas attention, il y avait génocide, il y avait déjà d'actes de génocide, et que c'était le deuxième Shoah du XXe siècle qui allait se passer. 30 ans. Oui, 30 ans avant, 1963. Et même plus près de nous, en 91, 92, 93, chaque rapport des fédérations des droits de l'homme utilise le mot génocide pour parler de la situation au Rwanda. Donc, c'est juste pour remettre en contexte des choses. C'est important de remettre dans le contexte historique ces choses-là, puisque quand on parle de racisme, par exemple, le racisme, oui, donc l'apartheid en Afrique du Sud, on sait ce que c'est.
au Rwanda, on sait moins ce que c'est que le racisme. Dans la vie quotidienne en France, on pense qu'on sait ce que c'est. En Occident en général, on pense qu'on sait ce que c'est. Mais au fait, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Le racisme, c'est que plus loin géographiquement l'événement se passe, moins on s'intéresse au sort des gens. Et donc le Rwanda, c'est le cas typique de ça, parce que quand on lit la presse en 1994 et bien après 1994, on a souvent eu tendance à appliquer les clichés racistes à ce que se passe, les événements historiques qui étaient un génocide. Et pourquoi on utilise ces clichés racistes qu'une guerre ethnique, qu'une guerre civile, que... oui, parce que ça ne nous concerne pas et qu'on pense qu'on peut faire des raccourcis historiques tout simplement puisque c'est les Noirs. Quand on fait une sorte de comparaison avec ce qui se passe en Allemagne nazie ou ce que se passe actuellement avec certains courants antisémites, on voit que les arguments pour le Rwanda sont intenables et qu'on pourrait même accuser certaines personnes qui tiennent les propos par rapport à l'histoire contemporaine au Rwanda, on pourrait les accuser de racisme et de négation. On ne le fait pas puisque là aussi c'est loin, c'est les Noirs, c'est... Et donc ça en dit long un petit peu sur notre manière de regarder le monde. Bon, le propos ici, c'est bien sûr les hommes debout. Donc pourquoi les hommes debout? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, mais d'une manière aussi complexe aussi, une sorte de tentative de faire réparation symbolique. Et aussi de participer dans une reconstitution du tissu social, du lien social. Un devoir de mémoire aussi peut-être, non? Un travail de mémoire, un acte de mémoire, pas de devoir. Il n'y a pas de devoir de mémoire. Personne ne peut nous imposer ça. Je sais que là aussi c'est un terme qu'on utilise souvent, devoir de mémoire. Moi, je préfère des actes. Je préfère de ne pas penser qu'une obligation de mémoire. Enfin, il y a aussi une obligation morale, c'est sûr, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'en posant des actes de mémoire dans le projet Les Hommes debout, c'est une manière de aider à l'écriture de l'histoire, d'ancrer la mémoire dans l'histoire et l'histoire dans la mémoire, à la fois pour les Rwandais et pour le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on lutte pour une reconnaissance, une pleine reconnaissance du génocide. Les Nations Unies. C'est pas encore le cas. Qui n'est pas encore le cas. Enfin, sur papier, oui. Les Nations Unies ont déclaré le génocide des Tutsis un des 4 génocides du XXe siècle. Très bien. Mais quand on peut citer des personnalités comme Mitterrand qui disaient oui, mais vous savez, un génocide dans ces pays-là, c'est pas comme chez nous. C'est une citation donc, qui a été reprise par Patrick de Saint-Exupéry. Donc un génocide et génocide, point. Donc il n'y a pas de... Mitterrand, je pense qu'il a même aidé... Mitterrand a eu le tiré de double génocide qui est aussi totalement intenable en disant que il y avait autant de victimes dans un camp que dans l'autre camp. C'est totalement faux. Donc Mitterrand était un des premiers négationnistes en direct de ce que se passait. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Pourquoi il a soutenu le camp génocidaire. C'est un fait historique. Malheureusement, il entraîne beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de gens dans la classe politique française de l'époque et actuellement dans son sillage, en les impliquant indirectement, puisqu'ils n'ont peut-être pas les bonnes analyses des choses, puisqu'ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe au Rwanda. Mais malheureusement, l'héritage de Mitterrand sur les questions rwandaises est très lourd. Et à mon avis, c'est en faisant un vrai travail un travail de mémoire qu'on peut établir les vérités, pour écrire l'histoire du Rwanda. Ceci dit, l'histoire du Rwanda a été écrite. C'est là, il suffit d'aller dans n'importe quelle grande librairie. Il y a beaucoup de livres qui décrivent dans le moins de détails la planification, les mécanismes du génocide. Donc ce n'est pas forcément connu du grand public, mais c'est documenté. J'ai travaillé sur les projets de mémoire depuis tout de suite après les génocides, des projets de mémoire au Rwanda même, en collaboration avec la société civile rwandaise.
Et j'ai travaillé sur un grand projet qui s'appelle le Jardin de la Mémoire, qui est en place près de Kigali. Mais on a, il y a 2 ou 3 ans, un peu avant la 20e commémoration, on m'a dit, mais tu peintes, tu travailles dans le visuel, qu'est-ce que tu peux nous proposer pour la 20e commémoration? Et donc, au début, je ne savais pas trop, parce que j'ai toujours dit, enfin écrit, qu'on ne peut pas représenter le génocide. On ne va pas peindre les cadavres, les ossements, les machettes. On ne peut pas. Oh, oui, on peut, mais ça n'a aucun sens. C'est une représentation au premier degré, n'a aucun sens. Il n'y a pas possibilité aussi de renouer le lien social que vous vouliez, non. faire. Absolument. Justement, si on fait de pur et de bout de premier degré, le lien social n'en profite pas, on pourrait dire. Et donc après, il m'est venu l'idée de, quand même, de faire des symboles de dignité. Donc le projet génocidaire était d'enlever toute dignité et toute humanité aux victimes. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner une humanité? Et je me dis, c'est la figure humaine, tout simplement, mais plus grand que nature, sur les lieux même de massacre. Et donc, pourquoi plus grand que nature, justement, vous en parliez ce matin, ça très intéressant. Mais... Pour dominer, mais pas dans un mauvais sens du mot, parce que j'ai fait des personnages à taille humaine. C'est bien, ça peut être beau, mais ça ne domine pas, ça ne donne pas, ça ne affirme pas cette présence humaine. Et puisque les lieux de massacre, par exemple au Rwanda, sont souvent des lieux comme les églises, les écoles, enfin les grands bâtiments, au Sénégal, je me dis, il faut avoir des personnages à la taille du bâtiment, plus grand que nature, et qui domine, mais qui domine avec une beauté, une certaine beauté. Donc c'est ça que j'ai fait un certain nombre de maquettes. J'ai présenté ça justement dans un colloque à Kigali, je pense en 2009 pour la première fois, et ça a vraiment plu. Et puis donc après on a commencé à mettre en marche, mettre en pratique la réalisation même du projet. Et comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'est de peindre sur les lieux mêmes de mémoire, enfin les lieux mêmes de massacre, qui ne sont pas forcément encore les lieux mêmes de mémoire. J'avais dit que parfois c'est des lieux d'oubli, puisqu'ils ont été nettoyés, lavés, repeints, recyclés d'une certaine manière. Et donc les générations à venir vont oublier ce qui s'est passé dedans. C'est pas tous les lieux, parce qu'il y a quand même un certain nombre, il y a une bonne quinzaine de lieux officiels de mémoire qui sont des églises, des écoles ou d'autres lieux communaux, entre guillemets désaffectés, désacralisés, qui sont des musées, enfin où on expose souvent des ossements justement de matières premières du génocide. Donc oui, le projet c'était ça au Rwanda, mais en même temps on voulait faire un volet international. On voulait que aller à l'extérieur du Rwanda, il y ait une reconnaissance du génocide. Et donc, pourquoi pas utiliser le même symbole. Mais là, non pas peint directement sur les lieux de massacre, déjà il n'y a pas de massacre à l'extérieur du Rwanda, mais sur les lieux importants. Donc, c'est ce qu'on a fait dans une douzaine, on m'a dit 15 villes, mais je pensais plutôt 15 événements dans une douzaine de villes. On a reproduit en très grand format, 5, 6, 7, 8 mètres d'auteur parfois, les images telles qu'on voulait les peindre sur les lieux de mémoire au Rwanda. On a fait des projections lumineuses comme ici à Lille, dans plusieurs villes, Lausanne, Montréal, Ouidah, Paris aussi. On a fait des projections lumineuses juste pour faire une cérémonie de commémoration le soir du 7 avril, pour donner un visuel complémentaire aux cérémonies organisées par les communautés rwandaises ou d'autres communautés pour le souvenir de ce qui s'est passé à partir du 7 avril en 1994 au Rwanda.
À Lille, en particulier, on a des républiques de grand format sur le parc Jean-Baptiste Lebas, que je ne connais pas encore, que je vais connaître bientôt. C'est les mêmes images qu'on utilise un petit peu partout. Grosso modo, il y a une vingtaine de maquettes. Et chaque lieu a choisi 4, 5, 6, 7, enfin selon le format qu'on a donné à l'événement. Là, en fait, c'est Martine Aubry ou le service de la mairie de Lille qui a choisi? Oui, je pense oui, parce que moi j'ai soumis un certain nombre d'images. Donc on m'a dit qu'ils voulaient ces images-là, donc j'ai donné les fichiers haute définition pour la reproduction. Je pense que c'est Martine Aubry, entre autres, qui a choisi ces images. Parce qu'il faut dire que moi je suis l'artiste qui fait les images, qui était à l'origine du projet, mais le projet est soutenu par le collectif des Hommes Debout qui est basé en Suisse. Et le lien avec le festival Cinémonde et Chrysalide Diffusion avec moi, en fait, passe par les Suisses. C'est Dominique Ollier qui a vu une présentation, un petit clip qu'on avait fait pour promouvoir le projet au Festival de cinéma africain à Lausanne au mois d'août, donc 2013. C'est là que ça fait la rencontre entre le Festival Cinémonde et le collectif des Hommes Debout, oui. Et moi, je ne connaissais pas Cinémonde de ce moment-là. C'est après j'ai vu des échanges et je pense que l'idée, le concept a beaucoup plu à Dominique. Il voulait l'intégrer un petit peu comme il pouvait dans le festival ici, et surtout que le festival tombe exactement les mêmes dates que la commémoration, donc la commémoration du génocide. Et il y avait une certaine espace donné au Rwanda dans le festival, donc tout tombait bien. Donc moi, j'étais pas du tout impliqué dans les échanges différents pour décider quelle forme ça prendrait à Lille, parce que tout ce qu'on a demandé, grosso modo, dans l'ensemble des projets, c'est que les images soient plus grandes que nature et sinon des lieux prestigieux, au moins les lieux très publics, parce que on voulait pas que ça soit confidentiel, on voulait que ça touche le plus grand public possible, et donc c'était les seuls critères qu'on imposait, et Dominique nous a sollicité, mais d'autres villes nous ont sollicité aussi. Donc c'était pas nous, on avait fait des démarches auprès d'un certain nombre de lieux tout au début, mais après, ça venait tout seul. On avait des petites vidéos qu'on avait mises sur YouTube, on faisait quand même pas mal de promotions autour du projet, des conférences de presse et autre chose. Et c'est des partenaires qui nous ont contactés, des gens qui sont devenus des partenaires après coup. Et ces partenaires, c'est pas les moindres partenaires non plus. Il y a la ville de Genève, je pense que ça s'appelle la République de Genève. Je ne savais même pas que ça existait, mais c'est qui nous a permis de mettre les Hommes Debout sur la place des Nations devant les Nations Unies à Genève, la cathédrale de Lausanne. Oui, tout à fait. Et donc, il fallait un certain engagement des responsables de ces lieux ou ces villes. Et on était très contents, à plusieurs niveaux, de ces engagements. D'abord, parce que ça rendait le projet visible, donc on est content pour ça, mais encore plus important peut-être, c'est que ces engagements, comme à Lille aussi, c'est des engagements politiques. C'est-à-dire que c'est une manière de reconnaître le génocide comme faisant partie de notre histoire commune, et de ne pas être frileux par rapport à une commémoration de ce génocide, comme on était dans un certain nombre de villes. Par exemple, la ville de Toulouse devait faire quelque chose, la ville de Toulouse a annulé, là pour le 7 avril, puisqu'il y a eu des frictions diplomatiques entre la France et le Rwanda. Malheureusement, je trouve ça très malheureux, parce que il y a deux choses. Il y a le génocide qui a eu lieu, donc il y a la mémoire des victimes du génocide. C'est ça qu'on commémore, y compris ce qu'on voulait commémorer à Toulouse. Donc ça n'a rien à voir avec des frictions politiques ponctuelles entre les deux pays. C'est un fait, oui, c'est l'histoire, c'est des faits établis. Et le fait que une certaine partie de la classe politique française ne pouvait pas
séparer les deux choses, c'est triste. C'est comme si, d'une certaine manière, on refuse de commémorer les victimes de la Shoah, puisque Israël a une salle politique dans les territoires occupés. Et donc, là aussi, quand on met sur le même plan, c'est des positions inacceptables quand il s'agit d'Israël ou d'autres pays. Et pour le Rwanda, ça passe. Mais tout simplement parce on fait l'amalgame de plusieurs choses. Mais donc c'est pour ça que je souligne que c'est un acte politique important. C'est un acte historique aussi de vouloir commémorer les victimes du génocide. Juste un autre point qu'il faut souligner, c'est que le génocide n'est pas discutable, n'est pas contestable. Le génocide a eu lieu. Donc, on commémore un événement historique. On ne prend pas position pour ou contre une actualité au Rwanda ou en France en ce moment. Et là aussi, c'est triste que certaines personnes n'arrivent pas à faire le distinguo entre ça. Et en pensant que si on commémore les victimes, on ne prend pas pour le régime en place à Kigali. C'est faux. Bon, je vais terminer en remerciant aussi les membres et la ville de Lille pour m'avoir accueilli, pour avoir accueilli le concept Les Hommes debout, et aussi tous les autres partenaires qui sont impliqués dans le projet, qui pour moi maintenant, qui est devenu vraiment un beau projet dans le sens que il y a eu une sorte de pas forcément un consensus, mais il y a eu un mouvement pour soutenir ce projet. On n'aurait pas eu la force tout seul pour porter ce mouvement. Donc c'était grâce à des gens comme vous ici à Lille que le projet a pu se réaliser. C'est boule de neige, il y a de plus en plus de personnes qui... Absolument, absolument. Parce que par exemple, ce que vous avez fait à Lille, c'était en partenariat avec la ville et les communautés rwandaises, mais le collectif des Hommes debout, qui essentiellement est 3 personnes à Lausanne, on ne pouvait pas être partout. Donc on n'a pas pu envoyer quelqu'un, mais l'événement a eu lieu. De même que ça a eu lieu à Ouidah au Bénin, en Montréal, à Paris même, à l'UNESCO. Je n'étais pas là non plus, porté par d'autres personnes qui adhèrent à ce projet. Donc on vous remercie, on est content de votre participation, de notre participation avec vous. Merci à vous, Bruce Clark. Merci. Merci à vous.